3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, après une nuit de finale NBA et avant de vous donner les résultats du concours avec Shoes Up en fin de vidéo, c'est du contenu à classer dans la playlist Overtime que je vous propose. Vous savez, ce format où j'aime bien revenir dans le passé pour étudier l'histoire. Et vu qu'en ce moment je vois bien dans les coms que la draft vous hype, j'ai décidé d'en faire un sujet. C'est pour ça qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo quel est le top 6 all-time des styles de draft. Et si tu commençais déjà par expliquer ce que c'est un style de draft, si on le traduit, c'est ce qu'on appelle un vol. Quand une équipe choisit tard et arrive quand même à récupérer un joueur qui va marquer la franchise, voire même la ligue. Pour faire un style, il faut être chanceux, mais aussi avoir le nez fin. Et vous verrez qu'à certaines époques, il y a eu des spécialistes. Ok, et t'as fait comment pour faire ton classement? Déjà, j'ai évacué tous les joueurs qui ont été choisis parmi les lottery picks. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo tuto là-dessus. Parmi eux, j'avoue quand même qu'il y a eu certains joueurs qui n'ont pas été choisis très tôt. Le meilleur exemple, c'est Kobe Bryant en 1996, choisi avec le 13ème pick. Mais désolé, on va pas parler de ce type de joueurs aujourd'hui. Parce que je me dis que s'ils ont été sélectionnés en tant que lottery pick, c'est qu'on en attendait un minimum d'eux. Et moi, je veux parler de vrais styles, des joueurs dont on attendait rien et qui sont devenus d'énormes surprises. Ok, je commence à comprendre. Pour être un style, faut clairement être passé sous le radar, c'est pour ça que tu mets pas les lottery picks. D'autres joueurs que t'as exclus comme ça? Ouais, tous ceux qui sont passés par la ABA avant. Avant que cette ligue ne fusionne avec la NBA en 1976, il y a eu des drafts folles avec plus de 150 choix qui laissaient beaucoup trop de place au hasard selon moi. Quatrième numéro, le 13. Prends un mec comme Artis Gilmore par exemple. En ABA, il a été élu MVP dès sa saison rookie et a participé à 5 All-Star Games en 5 ans. C'est dire si le mec était connu et on s'attendait clairement à ce qu'il brille lorsqu'il s'est présenté à la draft NBA en 1971. Et pourtant, il n'a été sélectionné qu'à la 117ème place. Forcément, à première vue, ça pourrait être lui le plus gros style, mais il y en a plusieurs des comme ça. Et honnêtement, moi ça me va pas, ces gars-là en provenance de ABA étaient trop attendus. Voilà pourquoi ça fausserait tout de prendre en compte ces stars qui sont arrivés dans la ligue. Ok, jusque là ça se comprend, c'est tout pour les joueurs exclus? Bah après, il y a un truc qui va de soi. Pour faire partie des styles de la draft, faut y avoir participé à la draft. J'avoue pourtant, il y a eu des joueurs non draftés qui ont fait des carrières excellentes. Dédicace à Ben Wallace par exemple. Mais ce n'est pas à eux non plus qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Normal s'ils ont pas fait la draft. Et parmi tous ceux qui restent, t'as fait comment pour les départager? Je te raconte même pas comment ça a été la galère. Exemple, comment faire la différence entre un Joe Dumars drafté au 18ème choix en 1985 et un Marc Gasol drafté au 48ème choix en 2007. Bien sûr, il réalise de très belles perfs Marco, surtout pour un mec drafté si tard choisi au pick 48. Mais à ce jour quand même, en termes de performance individuelle et de bilan collectif, sa carrière est incomparable avec celle d'un Joe Dumars. Alors qui mettre devant dans le classement? Celui qui a eu la plus belle carrière ou celui qui a été drafté le plus tard? C'est un peu le dilemme du jour. J'avoue que ça doit pas être simple, t'as pris quoi en compte alors pour faire tes choix? J'ai essayé de mixer un maximum d'éléments. Mon impression générale tout d'abord, mais aussi les stats, les récompenses individuelles et les bagues. Ça fait déjà quelques critères intéressants. Puis ça me semblait primordial aussi de valoriser ceux qui ont été All-NBA, élus dans les defensive teams ou participé à plusieurs All-Star Games. Jusque là ça paraît logique, mais je t'entends constamment dire que tu ne peux pas considérer un joueur comme excellent s'il a passé la majorité de sa carrière à perdre des matchs. T'as pas pris en compte les bilans? Ben figure-toi que j'ai passé des heures à chercher sur les internets et jamais je n'ai trouvé cette stat. C'est ouf non, ça m'étonne franchement que personne n'ait jamais pu calculer ça et y donner de l'importance. Ça se fait pour les coachs mais pas pour les joueurs visiblement. Alors connaissant les Américains et leur amour pour les stats, je trouve ça dingue de pas pouvoir avoir accès à ça facilement. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui savent où je peux checker cette stat, manifestez-vous dans les coms, franchement je trouverais ça super intéressant. Merci d'avance hein. Pas de bilan donc, c'est trop dommage. Parle pas trop vite, ce serait mal me connaître de penser que j'ai pu zapper ça. Parce que comme tu le dis, c'est un facteur essentiel pour classer les joueurs entre eux. Alors je me suis quand même débrouillé. Sur Basketball Référence, tu peux voir la liste de tous les matchs de tous les joueurs saison après saison. On appelle ça les game logs. Et à côté de chacun de ces matchs, il y a un W ou un L en fonction de si c'est une victoire ou une défaite. Alors j'avoue, c'est long, c'est laborieux, mais ça se fait. Il suffit de regarder chaque saison individuellement et de compter le nombre de victoires. Je l'ai fait pour tous les joueurs que j'ai étudiés aujourd'hui. Mais t'es taré, t'en as analysé combien avant de faire ton top 6? Plus d'une cinquantaine. J'avoue, j'aurais pu m'arrêter plus tôt, car il y a des joueurs pour lesquels j'ai compté, je savais d'avance qu'ils n'avaient aucune chance de rentrer dans mon top 6. Mais des fois, je voyais des noms et ça me rendait trop curieux. Je vous mettrai la liste des joueurs que j'ai analysés dans la description. Effectivement, si on rajoute le bilan, là, ça commence à nous faire une bonne liste de critères. C'est ça, mais t'en as oublié un des plus importants, même si ça semble évident. Plus un joueur a été drafté tard, et plus il a de chances d'intégrer mon top. Bon, c'est logique, hein, mais ça me semblait bon de le préciser. Ce facteur est essentiel pour un tel sujet. Et maintenant qu'avec cette nouvelle intro de 3 heures, on a tout en main, c'est enfin l'heure de commencer. En
numéro 6, on commence par Maurice Cheeks. Pour lui, revenons à la draft 1978, ça date. Une belle cuvée dont les noms les plus connus sont Larry Bird, Purvis Short, Reggie Theus et Michael Ray Richardson. Tous les 4 ont été draftés dans le top 10. Le numéro 1, je suis persuadé qu'il va vous parler aussi, puisqu'il ne s'agit de personne d'autre que Michael Thompson. C'est qui lui, le père de Tristan Thompson? Celui de Klay Thompson. Sauf que Larry Bird mis à part, Maurice Cheeks est au moins autant connu que les 3 autres cités. Sauf que lui, il n'a été choisi qu'à la 36e place derrière un paquet de joueurs tombés aujourd'hui dans l'oubli. Lui, tranquille, il est Hall of Famer et honnêtement, c'est pas par hasard. Le gars a fait la majeure partie de sa carrière à Philadelphie où il a remporté le fameux titre en 1983 et côtoyé des légendes comme Moses Malone, Julius Erving ou Charles Barkley. Au milieu de tous ces monstres, Mo Cheeks était non seulement la tête pensante, celui qui organisait tout en attaque, mais aussi le patron de la défense, il lâchait rien. Ça lui a permis de tourner à plus de 60% de victoires en carrière, un chiffre déjà très intéressant. Surtout que ses brefs passages en fin de carrière aux Spurs, aux Knicks, aux Hawks et aux Nets n'ont pas été les plus victorieux. Ok, son palmarès le montre, ça a l'air d'être un super joueur collectif, mais individuellement ça donne quoi? Comme je t'ai dit, Cheeks c'est un vrai bulldog. Ça lui a valu 5 nominations dans les Defensive Teams et 4 participations au All-Star Game. Ça classe un bonhomme déjà, non? Alors je vous entends déjà ceux qui vont crier au blasphème après avoir regardé ses stats en carrière. Mais dites-vous bien qu'il a terminé une campagne à plus de 15 points et 9 passes en 1986 et que le QI basket et la défense ne se voient pas forcément dans les stats. Et puis vous allez le voir, dans ce classement, c'est pas forcément les meilleurs scoreurs qui vont être récompensés. Mo Cheeks et sa 36e place à la draft 1978 mérite donc clairement pour moi cette 6e place de ce top du jour. Numéro 5 maintenant, un autre spécialiste de la défense, Michael Cooper. Vous allez vite comprendre en quoi être un stopper d'élite ça aide pour devenir un style. Comme si au moment de la draft, certains recruteurs avaient du mal à jauger le potentiel défensif de certains. Et vu que pour moi la défense dépend essentiellement du mental et du caractère des joueurs, 2 caractéristiques très difficiles à évaluer, je crois qu'il y a un peu de ça. Mais bref, c'est pas ça non plus le sujet du jour et revenons à Cooper qui en 1978 a été drafté la même année que Mo Cheeks. Ah ouais, dis donc, c'était une bonne année pour les surprises à la draft. Ouais, il y a des années comme ça, mais dans cette cuvée 1978, Cooper il se place là. En ayant été appelé avec le 60e choix, soit 24 places après Cheeks, il a réalisé une carrière au moins aussi intéressante. Après, faut savoir que Cooper, il a passé la totalité de son temps aux Lakers pendant les fameuses années Showtime. Bien sûr, avec des gars comme Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson ou James Worthy autour de lui, c'est pas à lui qu'on pense en premier quand on évoque cette époque-là chez les Californiens. Mais c'est une grave erreur, car il avait un énorme rôle en tant que défenseur d'élite. Le mec se tapait constamment la star adverse et a clairement contribué à chacun des 5 titres qu'il a remportés dans sa carrière. J'avoue, la défense c'est important, mais ça aide quand même quand on a des coéquipiers pareils. Évidemment, et c'est pas par hasard qu'en carrière, Cooper présente un magnifique bilan de victoire de 73%. Quand dans un tel roster, on fait quand même des saisons à plus de 30 minutes par match, tout en marquant moins de 10 points par rencontre, c'est qu'on apporte forcément autre chose. Du coup, je parle des récompenses individuelles, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, lui non plus, ses stats sont pas ouf, mais regarde ses awards. Ouais, ça semble confirmer son talent défensif. Mais oui, tu peux pas imaginer tel sensu que Michael Cooper. 8 fois élu dans les Defensive Teams et défenseur de l'année en 1987. Le gars était un cauchemar pour la majorité des attaquants à son poste. T'aurais imaginé ça d'un joueur drafté à la 60e place? Moi non, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se classe numéro 5 de mon top. En numéro 4, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un joueur encore en activité, Draymond Green. S'il est encore en activité, ça veut dire qu'il peut viser encore plus haut que le top 4 dans le futur. Exactement, sa carrière est loin d'être finie et le mec peut clairement ajouter des lignes à son palmarès. Mais pour le moment, il me semble cohérent de le mettre en place numéro 4. C'est fou quand même, tu nous sors encore un spécialiste de la défense. Et ouais, et il y a certains joueurs qui devraient en prendre de la graine. Ce top montre que quand t'es moins scoreur de les autres et que l'on croit moins en toi, tu peux toujours devenir une légende en bossant comme un ouf ta défense. Ceux qui ne sont pas des stars de l'attaque et qui oublient ça ne font souvent pas long feu dans cette ligue. Et quand tu regardes toutes les drafts de l'histoire, tu te rends compte que c'est souvent le secteur défensif qui fait la différence entre un bust et un style. Mais bref, revenons à Draymond qui a été choisi en 2012 à la 35e position. Parmi ceux dont t'as parlé pour l'instant, 35e, c'est celui qui s'est fait drafter le plus haut. Mais mine de rien, c'est bas quand même. Visiblement pas assez bas pour tromper la mémoire de Draymond Green. Vexé d'avoir été choisi aussi tard, le gars se rappelle des noms de tous les joueurs qui ont été choisis avant lui. 34 noms et dans l'ordre en plus. Number 1, Anthony Davis. Number 2, Michael Kidd-Gilchrist. Number 3, Brad Beal. Number 4, Deion Waiters. Number 5, Thomas Robinson. Number 6, Damian Lillard. 7, HB. Quand je te dis que pour être un style, il faut avoir un mental de tueur, une sorte de rage en soi, c'est exactement ce qu'a Draymond Green. Si dans cette QV 2012, il y a eu de très bons gars comme Anthony Davis ou Damian Lillard qui ont été choisis logiquement avant lui, il y a eu aussi de sacrés busts. Michael Kidd-Gilchrist, choisi en numéro 2, n'a toujours pas percé, et Thomas Robinson, choisi en 5, n'est aujourd'hui même plus dans la ligue. Et encore là, je te passe les noms de Kendall Marshall, de Royce White, de Fab Melo, paix à son âme, qui ont été tous choisis au premier tour avant Green. Il y a
certains GMs qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Tu m'étonnes, jusque-là Draymond a joué l'intégralité de sa carrière aux Warriors et y a constamment joué un grand rôle. Quand on voit qu'il a déjà 3 titres à son compteur tout en présentant un bilan de 73,4% de victoire, on comprend vite que d'un point de vue collectif, ça gaze pour lui. Mais c'est le moment d'aborder ses récompenses individuelles. 2 fois All-NBA, 5 fois dans les Defensive Teams, défenseur de l'année en 2017 et 3 fois All-Star. Et dire que ça ne fait que 7 ans qu'il joue, à 29 ans le gars peut encore gagner d'autres titres et rajouter quelques belles lignes à son palmarès. Ça te justifie mieux l'importance du rôle qu'il joue avec les Warriors? Tu sois d'accord ou non, de toute façon, avec sa 35e place à la draft de 2012, c'est avec grand plaisir que je lui offre la 4e place. But it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Place au podium maintenant avec mon numéro 3 de Worm, Dennis Rodman. Draft 1986 pour lui, j'avoue c'est pas la meilleure de l'histoire. Brad Daugherty a été choisi en top 1 et le regretté Len Bias qui au final n'aura pas fait un seul match dans la ligue en top 2. Si tu dis que cette draft a pas été si forte, j'imagine que Rodman a pas dû être choisi trop bas. C'est ce qu'on pourrait se dire, surtout quand on voit maintenant à quel point il a été bon avec les Pistons puis avec les Bulls. Et pourtant il n'a été pris qu'à la 27e place. Ça va vous sembler haut par rapport aux autres que j'ai déjà évoqués, mais 27e c'est déjà bien tard. Et vous l'avez deviné, lui aussi c'était un défenseur d'élite, mais aussi l'un des tout meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA. Toujours bien entouré, il a remporté 5 titres en carrière, 2 avec Isaiah Thomas et Joe Dumars à Detroit, 3 avec Michael Jordan et Scottie Pippen à Chicago. Lui, il était constamment le 3e larron qui faisait tout le sale boulot. Il suffit de regarder son bilan en carrière qui est presque à 70% pour se rendre compte à quel point Dennis Rodman avait un rôle important dans les dispositifs de ses équipes. Ouais, il n'était pas qu'un simple role player. Mais oui, t'es fou, en plus de ses moyennes de rebonds folles qui lui ont permis d'être 7 fois leader de la ligue dans ce domaine, il a été aussi élu 2 fois dans les All-NBA Teams. Mais c'est pas le plus impressionnant, lui aussi il a été nommé 8 fois dans les Defensive Teams et a été 2 fois meilleur défenseur de l'année. Tu peux même ajouter à son palmarès 2 sélections All-Star. Et encore, je suis sûr qu'il aurait pu en avoir bien plus si sa personnalité avait fait un peu plus l'unanimité dans la ligue. Être un pick 27, être un Hall of Famer et avoir vécu une telle carrière malgré toutes les frasques sur et en dehors du terrain, ça méritait clairement une place sur mon podium. Pour le numéro 2, place à un Français, Tony Parker. Si dans l'Hexagone, beaucoup avaient déjà décelé le talent de meneur qu'il avait en lui, ce n'était pas vraiment le cas des Américains au moment de sa draft en 2001. Quand on voit la liste des joueurs draftés avant Tipeee, on se dit limite qu'il aurait pu être le top pick. Mais non, les Wizards ont préféré prendre Kwame Brown. Bon choix, hein. Effectivement, ils ont eu le nez fin. Il y a eu qui d'autre avant Tony? Pau Gasol, Joe Johnson, Tyson Chandler et Richard Jefferson sont les plus gros noms. Tu vois le délire? Mais faut dire que visiblement cette année, les recruteurs n'étaient pas très inspirés quand il s'agissait d'évaluer le niveau des meneurs de jeu. Outre Tony Parker qui a été drafté en 28e position, Jamal Tinsley a été drafté en 27e et Gilbert Arenas avec le 31e choix. Tous les trois auraient mérité d'être choisis plus haut selon moi. De ce que tu dis, ça a l'air. Refais-moi un aperçu de la carrière de Tipeee d'un point de vue collectif, histoire que je me rende mieux compte. Ben c'est écrit là-haut, 4 titres remportés en carrière et un bilan à plus de 71% de victoire. Dommage d'ailleurs que cette dernière saison avec les Hornets l'ait un peu fait baisser de ce côté-là. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les perfs individuels. Déjà, le mec a été MVP des finales en 2007, rien que ça. Mais en plus, il a été 4 fois All-NBA et a participé à 6 All-Star Games. En 2013, à 30 ans passés, il arrivait encore à sortir une saison à plus de 20 points et 7 passes. Le mec sera Hall of Famer à n'en pas douter. C'est marrant quand même parce que c'est le premier que tu cites et qui est pas un spécialiste de la défense. Ouais, il affichait un niveau très correct de ce côté-là du terrain mais n'était pas suffisamment bon pour faire partie des defensive teams. Mais par contre, niveau mental, c'est comme les autres, un mental de tueur. Rares sont les mecs draftés si bas qui arrivent au final à devenir l'option 1 de leur équipe, surtout quand c'est une équipe qui gagne. Et pourtant, quand Tim Duncan a commencé à vieillir, Greg Popovich n'a pas hésité une seule seconde à filer les clés du camion à Tony Parker comme il l'a fait quelques années plus tard avec Kawhi Leonard. J'ai un petit fun fact pour conclure aussi parce que je sais que vous aimez ça. On retourne en juin 2001, quelques semaines avant sa draft, quand Tipeee fait un workout avec les Spurs. Et là, fatigué par le voyage, par le décalage horaire, le meneur français se trouve complètement. Popovich dit clairement qu'il n'en veut pas, il le trouve trop soft. Au final, c'est le GM de San Antonio, R.C. Bufford, qui suivait Tony depuis longtemps, qui a réussi à convaincre le coach d'organiser un second workout. Le but était alors de mettre le meneur de jeu à l'épreuve, le mettre face à des joueurs plus physiques que lui pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et là, vous l'avez compris, Tony s'est vraiment battu et a relevé le premier défi que lui proposait son futur coach Greg Popovich. Connaissant le tacticien, je suis persuadé que ça lui a plu ça. Wow, ça veut dire que sans ce deuxième workout, les Spurs ne l'auraient peut-être pas pris au 28e choix. Exactement, il aurait pu tomber bien bas dans le deuxième tour, on se dit aujourd'hui. Alors c'est sûr, on sait pas ce que ça aurait pu donner dans une autre équipe que les Spurs, mais ça aurait pu faire potentiellement de Tony Parker encore un plus gros style s'il avait été drafté plus bas. Bon, ça veut dire que tu l'as pas juste mis là parce qu'il est français alors Tony Parker, il mérite bien sa deuxième place. Pour moi, y a pas de doute et je pense être assez objectif quand j'annonce que Tony Parker mérite la deuxième place de mon
classement du jour. That's not a question. Et voilà maintenant le moment que vous attendez tous, l'annonce de mon numéro 1. Un choix qui va probablement ravir la fanbase des Spurs parce que les Texans se retrouvent à nouveau au top de notre classement. Je suis sûr que vous imaginez déjà de qui je veux parler. Et ouais, l'Argentin Manu Ginobili. Lui, c'est en 1999 qu'il a été drafté. Ça montre clairement que les Spurs avaient du flair à cette époque-là. Ça, c'est évident, mais c'est surtout parce que c'est aussi les seuls qui voulaient bien croire au talent des joueurs internationaux, surtout sur les lignes arrière. Pop avait bien compris qu'en termes de QI basket, les non-américains avaient souvent une longueur d'avance sur les US. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait énormément de gros noms dans la cuvée de Manu. Elton Brand, Steve Francis, Baron Davis, Lamar Odom, Ron Artest, Sean Marion, Jason Terry, Rip Hamilton, Corey Maggette. Quand on entend tout ça, on peut presque comprendre que Ginobili n'ait pas été choisi hyper haut. Mais de là à le sélectionner à la 57e place, franchement, avec l'avant-dernier tour de toute la draft. En fait, je pense surtout que les équipes voulaient un joueur opérationnel tout de suite et flippaient un peu que Ginobili reste trop longtemps en Europe. Et c'est ce qui s'est passé, il n'est arrivé à San Antonio qu'en 2002 après avoir tout gagné sur le vieux continent. Je peux te dire que quand ils l'ont vu arriver au training camp, les Spurs, ils se sont frottés les mains. J'oserais même pas afficher la liste des gars que les autres teams ont choisi avant Manu, tellement c'est scandaleux. Vontigo Cummings, ça vous dit quelque chose? Avouez, c'est vague quand même. Et des noms comme ça, voire pire, il y en a eu des dizaines. C'est incroyable ça. Et niveau carrière, ça donne quoi Ginobili par rapport aux autres gars de sa cuvée que t'as cité tout à l'heure? Bah c'est simple, même s'il y a eu de belles carrières dans cette draft 1999, Manu Ginobili est celui qui a connu la plus grandiose. Un bilan de 72% de victoire, c'est juste énorme. Et comme Tony, ça lui a permis de remporter 4 titres. Donc là déjà ça envoie, et niveau individuel c'est pas mal non plus. 2 fois All-NBA, 2 fois All-Star et 6ème homme de l'année en 2007. Alors ouais, quand on regarde ça, c'est peut-être un poil moins impressionnant que pour Tony. Mais faut se rappeler que Ginobili a été drafté avec le 57e choix, soit presque 30 places de plus que le français. Et quand on voit le rôle magnifique qu'il avait dans le dispositif si performant de Greg Popovich, je ne peux pas faire autrement que de donner à l'Argentin la première place de mon classement du jour. Maurice Cheeks, Michael Cooper, Draymond Green, Dennis Rodman, Tony Parker, Manu Ginobili, voilà pour ce qui est de mon 6ème overtime. Alors comme d'hab, j'ai pu oublier des noms, même si encore une fois, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Mais avant de vous offusquer dans les coms parce que j'ai zappé un tel ou un tel, je vous invite à aller voir la liste des joueurs que j'ai étudiés. Je vous mettrai tous ces noms là dans la description. Je sens que tu vas entendre parler de Gilbert Arenas, d'Isaiah Thomas ou de Jimmy Butler dans les commentaires, toi. Ouais, il y a des chances, mais bon, ça fait partie du jeu, et puis aussi, c'est des joueurs récents dont on se rappelle forcément plus. Après, je défie quiconque de me démontrer qu'un de ces 3 joueurs a déjà eu une meilleure carrière que les 6 joueurs que j'ai sélectionnés. N'oubliez pas le côté collectif. Bref, on va en rester là pour les styles et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Comme promis, c'est l'heure de vous annoncer les noms des 10 abonnés à qui Shoes Up enverra son dernier numéro. Pour avoir une chance de participer au tirage au sort, déjà, fallait répondre juste à une question. Avec quelle marque Joel Embiid a-t-il signé un très gros contrat chaussures en octobre 2018? Au total, il y a eu plus de 150 bonnes réponses, mais au final, vous avez été bien plus nombreux à participer car beaucoup se sont trompés. Et ouais, j'ai eu un paquet de Adidas et même un Louboutin. Je pense que c'était du second degré ça. En tout cas, c'est bien avec Under Armour que le pivot des Sixers a signé l'année dernière. Alors, Earl J. Airtime, Edouard Préhu, Hugo Raher, Limsa S, Najib Daman, Nicolas Pouivet, Nick Tinisno, Noah Lasser, SDS T3 et Stan HRD, c'est vous les heureux gagnants du jour. Contactez-moi vite dans l'adresse contact qui est dans la description, je vous expliquerai la marche à suivre pour recevoir votre exemplaire de Shoes Up. Les autres, consolez-vous, vous pourrez trouver ce magazine dans la plupart des kiosques à 8 €. Et franchement, au vu du contenu et de la beauté de ce magazine, ça les vaut. Faites juste attention, c'est difficile à tenir, mais il y a 5 couvertures possibles dans ce numéro 62. Ils font pas les choses à moitié, Shoes Up, mais il y a aussi d'autres concours en ce moment, non? Ouais, il y en a un sur Instagram. Un truc qui plaira aux fans des Warriors et qui durera jusqu'à la fin des finales. Ceux qui n'ont pas gagné avec Shoes Up, vous aurez peut-être plus de chance avec les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire aussi qu'au moment de la sortie de cette vidéo, on sera sûrement plus qu'à quelques dizaines d'abonnés des 15 000. C'est une barre que je vise depuis longtemps et je kifferais vraiment qu'on la passe aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont pas encore appuyé sur le bouton, faites comme Théo Malédon vous dit de faire. Abonnez-vous à la chaîne 6ème homme. Et activez la cloche pour avoir les notifications. T'en as tellement marre de dire cette phrase, toi, ça s'entend trop. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez y retrouver l'excellent podcast de l'Écho des Parquets qui décrypte la finale NBA entre les Raptors et les Warriors. Tu mettras le lien en description, bien sûr. Pour venir parler avec toute la communauté, c'est sur Discord que ça se passe. Ça débat fort concernant les pronostics des finales et les stratégies à suivre par les différentes équipes cet été. Je mettrai le lien de l'invitation là aussi. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour remercier les partenaires et promouvoir la chaîne. A très vite. Tu vois, on peut continuer à répéter les mêmes phrases en boucle tout en restant motivé. Il fait comment Théo Malédon? Bye.